Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Multi-21. Je suis en compagnie de Pierre Mesley. Pierre, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va débriefer le Grand Prix de Sakhir, une appellation un peu inhabituelle, on va le dire, qui se déroulait sur le Sakhir International Circuit, hôte normalement du Grand Prix de Bahreïn, sur un circuit un peu particulier qu'on avait qu'on avait présenté avec Paul il y a désormais 3 mois, dont on avait dit qu'il y avait certainement du spectacle qui allait se passer sur cette piste. Pierre, qu'as-tu pensé de ce tracé un peu particulier du circuit de Sakhir ? Alors c'est sûr que ça sortait un petit peu de l'ordinaire. C'était du coup sur l'Outer Track, qui reprend une partie, on va dire, du circuit traditionnel qu'on connaît, une petite partie du circuit qui est emprunté notamment pendant les épreuves d'endurance, et puis du coup le raccordement qui permet de ramener à la sortie qui est au niveau du virage 9 et qui avec la longue pleine charge jusqu'au virage 10. Donc c'est un ovale mais sans vraiment être un ovale en fait. Mais ça va très vite, on était sous la minute. Bon après en F1 il y a une distance minimum à respecter pour les grands prix. Il me semble que la distance minimale c'est aux alentours de 300 km. D'où le nombre important de tours, 87 tours, mais au final, en 1h20, 1h30, c'était plié, quoi. C'est ça, on doit avoir un circuit qui, dans sa longueur, doit faire minimum 3,5 km et des grands prix qui doivent faire aux alentours de 305 km, plus ou moins, selon comment on raccorde un tour. Hein. Ça allait jusqu'à l'époque du circuit de Sepang en Malaisie, 310 km, mais c'était vraiment le grand max. Et tu l'as dit, un circuit avec ce raccordement que beaucoup annonçaient comme un élément potentiel pouvant casser le spectacle, avec des voitures qui allaient avoir du mal à te suivre dans ces virages 4 à 9, eh bien il n'en a rien été, que ce soit lors des 2 courses de F2 ou lors de la course de F1. Non seulement on a vu des dépassements dans les 3 lignes droites, mais aussi dans cette partie sinueuse, dans les virages 6 et 7, notamment le dépassement de Russell sur Bottas, on en reparlera bien évidemment, mais un circuit superbe et qui pourrait peut-être donner des idées à Hermann Tilke concernant ses futurs circuits, pourquoi pas, parce que c'est vrai que quand on enlève les courbes à vitesse moyenne dont il est friand qu'on a sur tous les circuits habituels, et bah finalement on obtient quand même un circuit assez sympa. Bah ouais, en effet, tu peux proposer des longues pleines charges, des virages à 90 degrés, ce qui semble être la spécialité de Monsieur Tilke, mais derrière tu peux avoir une partie sinueuse. Si c'est assez large, si c'est plutôt bien pensé, tu peux en effet avoir de très belles choses comme on les a eues aujourd'hui. J'ajoute un point sur les futures créations, ce qui est tout à fait possible, c'est reprendre le concept de Bahreïn, mais aussi peut-être d'Abu Dhabi et d'autres circuits que j'oublie, le Paul Ricard par exemple, où tu peux proposer plusieurs configurations. Et ce qui pourrait peut-être être une possibilité, c'est que on peut tester sur 2 ans un tracé, et si on voit, excusez-moi l'expression, mais qu'on s'emmerde, qu'il n'y a pas trop de spectacle, ça peut être de proposer au moment de la 3e année, si le contrat est toujours valide, une autre config, et puis on regarde. Tout à fait, ouais. Ça c'est une excellente idée, et ça permettrait justement, parce que c'est très compliqué de savoir le spectacle que va proposer un circuit, on n'est jamais sûr, ça permettrait peut-être à des circuits de ne pas se faire juger trop vite, et à des promoteurs de pouvoir conserver la F1 dans leur pays, malgré un circuit qui au premier abord ne semble pas si prompt à donner du spectacle que ça. C'est vrai que c'est une excellente idée ça, et peut-être que l'ami Tilke y pensera. Alors on va revenir sur ce Grand Prix de Sakhir quand même, avec un départ, disons-le, mouvementé, moins que la semaine dernière, heureusement, mais quand même. Après un dépassement de Russell sur Bottas dès le premier virage, on a eu le droit à un Kimi Räikkönen qui nous a fait un petit 360 et a éclaté ses pneus dès le 3e virage. Et puis surtout dans le 4e virage, alors que Perez est dépassé Verstappen par l'extérieur, eh bien Leclerc a plongé à l'intérieur, tapant légèrement la voiture de Perez, emmenant Verstappen à faire un grand détour sur l'extérieur et finalement terminer dans le gravier. Déjà sur cet incident de course, Leclerc a reconnu que c'était en partie de sa faute, c'est un incident de course, ils ne se sont pas vus. Verstappen n'en voulait à personne, il voulait juste que les gens soient un peu plus calmes au premier tour, ce qui est très étonnant de la part de Max Verstappen, mais preuve qu'il mûrit. Et au final, il n'y a pas tant de polémique à faire que ça sur ce crash. Bon, moi je dirais que c'est un petit peu hypocrite, mais bon, je pense que vous commencez à connaître un petit peu mon ressenti par rapport à Verstappen, mais même si c'est un racer boy, moi il y a certaines choses où j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais sur cet incident, il y était absolument pour rien. Voilà, on le dédouane de toute responsabilité. Par contre, c'est la faute à pas de chance parce qu'il avait freiné
ultra tôt, alors que lui d'habitude freine super tard. Là, il avait un petit peu anticipé les choses, il avait freiné ultra tôt, et puis bah après, t'as pas de chance. Il a complètement perdu le grip. C'est un truc complètement incroyable. Il s'est retrouvé, je pense, sur la partie extérieure, en fait, où il n'y avait pas de gomme, il n'y avait rien. Et de là, il s'est laissé conduire jusqu'au paquet à gravier pour ensuite se planter. Donc, mais bon, sur Leclerc, j'aurais tendance à dire, ça fait un peu penser au Grand Prix de Styrie 2020 où il avait déglingué Vettel. Oui, c'est vrai qu'on a vu Charles Leclerc un peu plus nerveux cette année sur sa Ferrari, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir quand on connaît le tracteur qu'il doit transformer cette année? Déjà, arriver à faire P4 sur la grille départ, c'était un exploit ce qu'il a fait. Alors, donc, c'est... Lui en vouloir, quand on connaît le résultat de la course, non. Son tracteur, oui, c'est comme ça, c'est malheureux. Faudrait pas que ça prenne, que ça devienne un peu trop une habitude et qu'il puisse peut-être prendre une étiquette que Romain Grosjean a eu à un moment donné avec le fameux taré du premier tour. Effectivement, bon, on n'en est pas encore là, mais on verra en 2021 ce que ça donnera à Charles Leclerc avec une voiture un peu plus performante. Alors, dans ce premier tour, il y avait du coup l'incident entre Verstappen et Leclerc. Le troisième homme impliqué, on l'a dit, c'est Sergio Pérez, qui a dû rentrer au stand à la fin du premier tour, qui, lors des tours de voiture de sécurité du premier tour au 5e tour, je crois, était en dernière position. Et puis, un Sergio Pérez qui a remonté toute la grille, qui s'est retrouvé à un moment 3e jusqu'à l'imbroglio Mercedes, dont on reparlera plus tard, et finalement vainqueur. Alors Sergio Pérez qui aurait pu s'imposer, on se souvient, pour son 19e Grand Prix en Malaisie en 2012 et qui avait raté son freinage à 3 tours de l'arrivée, laissant la victoire à Alonso, un Alonso pourtant à l'agonie avec ses pneus. Un Sergio Pérez dont pendant toute la carrière, pendant les 10 dernières années, on lui a rebâché ce jour en Malaisie en lui disant c'est là où tu aurais dû gagner ton premier Grand Prix, peut-être que tu n'en gagneras jamais. Et bien après 190 courses, Sergio Pérez est un vainqueur de Grand Prix et ça fait quand même sacrément plaisir de le dire. Mais avec la fougue et la manière. Enfin, je veux dire, Oui. Checo, il a 30 ans, donc c'est plus un jeune chien fou, quoi. Voilà, il a quand même acquis de l'expérience. À l'époque, Sauber, il était dans le programme Ferrari, donc bon, on s'est toujours demandé Pérez, Sauber, Ferrari, Alonso, championnat, bon. C'était la deuxième course de la saison. Il fallait pas non plus en voir trop de signes à l'époque. Ouais. Ça aurait été la 18e course, d'accord, mais là. Ouais, bon. mais on connaît un peu les manigances quand même de ce côté-là. Et il a tracé sa route, je pense, contrairement à ce qu'on peut dire que le passage chez McLaren, même si ça a duré 1 an, ça lui a fait vraiment du bien. Oui. Ça lui a fait du bien parce qu'il a pu dégonfler le melon. Ensuite, il a traîné ses guêtres un peu partout et on sait pas trop ce qui va devenir de lui l'année prochaine. Même lui, il en sait absolument rien. Il sait qu'il veut le baquet Red Bull 2021 ou alors il prend une année sabbatique pour revenir en 2022 pour avoir un bon baquet. Moi, ce que j'admire c'est un Sud-Américain pur jus, Pérez. Vraiment. C'est les larmes, l'émotion et tout quand il gagne. On retrouve les Ayrton Senna, les Barrichello. Moi, j'ai pas connu. Les Felipe Massa. Et Felipe Massa, bien sûr. Moi, j'ai pas connu les frères Rodriguez. Mais bon, grosso modo, je pense qu'au niveau l'hymne mexicain, il n'avait pas été sorti depuis un bail, quoi. Il n'avait pas été sorti depuis Pedro Rodriguez, ouais. Donc, mais voilà, c'est des mecs, ils ont ça dans le sang, c'est du chaud bouillant. Et voilà, enfin, aujourd'hui, Pérez, il gagne avec l'art et la manière. On se souvient quand même, il a pété le moulin la semaine dernière, il perd un podium, il se remet en selle, il avait un vieux moteur, donc il avait déjà beaucoup de kilométrage. Impeccable. Il gagne avec quasiment 10 secondes d'avance. Moi, c'est ce que j'appelle une victoire avec la manière. Et en fait, dès qu'il a su qu'il pouvait l'emporter, il ne s'est pas posé de questions une seule seconde. Au moment où il y a le restart, il est premier, certes, mais on a George Russell qui est 5e sur une Mercedes avec des pneus tendres. On en reparlera après, bien évidemment, de tout le cas Mercedes, mais à ce moment-là, Sergio Pérez, dans sa tête, c'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Ocon et Lance Stroll se battre derrière,
Et lui, il fonce, il calcule pas, il part devant, il fait en sorte de prendre le maximum d'avance au cas où on aurait un retour dans les derniers tours de George Russell. Et c'est ce qu'on aime chez Sergio Pérez, c'est que toute sa carrière, il a couru après cette première victoire, il n'a jamais rien lâché, il a porté cette écurie Force India puis Racing Point à bout de bras. On n'oublie pas que c'est lui qui a permis à Lawrence Stroll d'arriver chez Racing Point, qui a sauvé cette écurie. C'est un pilier de l'équipe Pérez. C'est l'âme de cette équipe, et le voir gagner alors qu'on est peut-être avant la dernière course de sa carrière, on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui à l'heure actuelle. Factuellement, il n'a pas de baquet pour 2021 et on sait ce que c'est les pilotes qui n'ont pas de baquet pendant un an. Si tu n'as pas été un grand nom de la F1, type Raikkonen ou Alonso qui est champion du monde, c'est très compliqué de revenir. Beaucoup moins de gens te font confiance. Donc là, avec ce statut désormais de vainqueur de Grand Prix, ouais. C'est magnifique, et ça récompense 10 ans d'un travail acharné, que ce soit chez Sauber, chez McLaren, chez Force India ou maintenant chez Racing Point. Et on en parle chaque semaine, mais là on va vraiment en parler. Quand on voit la qualification qu'a fait Alexander Albon encore cette semaine, c'est-à-dire seulement être en Q2, quand on voit sa course où à un moment il se plaignait en disant on est plus rapide mais j'arrive pas à les dépasser. Si t'es plus rapide, tu peux les dépasser normalement. Il y a beaucoup de pilotes qui peuvent faire ça, des pilotes qui ont ton moteur en plus, genre Daniel Kiat et Pierre Gasly au hasard, qui étaient à ce moment-là mieux classés que lui quand la course n'était pas encore folle. Donc si toi t'es Christian Horner aujourd'hui, à qui tu donnes un contrat en 2021? Est-ce que tu donnes un contrat à Alex Albon, ou est-ce que tu vas voir Sergio Pérez qui est libre et tu lui dis ok, all-in sur toi pour un an? Ouais, non, mais vous savez, nous on est transparent avec vous, donc on avait commencé à en parler un petit peu en off. Personnellement, je suis à la place de Christian Horner. Dès ce soir, je prends mon iPhone, j'envoie un SMS à Pérez pour lui demander si toutefois il est toujours dispo pour 2021. Si la réponse c'est oui, je m'arrange pour le rencontrer avant le Grand Prix d'Abu Dhabi et je lui fais signer le contrat direct. Maintenant, toi Clément, t'avais aussi quelque chose à nous soumettre. Si toi t'étais à la place de Christian Horner. Alors en première option, je prends Sergio Pérez tous les jours. Par contre, en deuxième option, je ne prends plus Alexander Albon. Je prends Nico Hülkenberg pour deux raisons très simples. La première, on l'a déjà répété au cours de la séance, c'est que Nico Hülkenberg, il peut se mettre dans un baquet et tout de suite performer. Alors après, il y a les questions sur qu'est-ce qu'il peut faire sur une saison, sur plusieurs séances dans un top team. Ça, on n'a pas la moindre idée, mais au moins il est prêt au jour 1. Et surtout, lui, comme Sergio Pérez, sont inatteignables mentalement. C'est-à-dire que comme ils font pas partie, et tu en parlais en antenne, comme ils font pas partie de la filière Red Bull, Helmut Marko ne veut pas mettre de pression sur eux. Alex Albon, aujourd'hui, mentalement, il ressemble au Daniel Kiat de 2017, c'est-à-dire un garçon qui ne sait plus où est-ce qu'il est. Daniel Kiat a fait une année off et est revenu en 2019, et quel retour, un podium, le week-end où son enfant naît, enfin, magnifique histoire pour Daniel Kiat, mais Alex Albon, il doit s'inspirer de ça. Fiat, c'est à peu près le seul fait d'armes qu'on retiendra de lui, hein, concrètement. Bien sûr, mais au moins ça en fait un, tu vois. Alex Albon, il a été là au moment où il fallait être là. C'est ça. Alors que Alex Albon, oui, il a fait un podium cette saison, mais dans quelles conditions, tu vois, et est-ce qu'on le retient réellement par rapport au reste de sa saison? C'est ça aussi. Moi, je trouve que Alex Albon, le mieux qui pourrait lui permettre, c'est de souffler. Bon, alors on en reparlera en fin de saison, mais je trouve ça assez dégueulasse la stratégie de Christian Horner de dire pour Albon, c'est le baquet Red Bull ou rien. Genre, tu l'as tellement défendu pendant longtemps au lieu de le protéger qu'aujourd'hui tu lui laisses plus qu'une seule opportunité, tu lui laisses même pas revenir chez l'écurie sœur, alors que tu l'as fait faire pour pas mal de pilotes avant. Donc Alex Albon, il va pas bien dans sa tête aujourd'hui, ça c'est clair. Non. Et malgré ces deux podiums, moi je le conserverai pas, je mettrai Pérez en 1, et si Pérez ne veut pas, mais alors dans quel monde Pérez ne voudrait pas, je ne sais pas, mais peut-être qu'il existe une dimension, je mets Hülkenberg en 2. Ouais, non, c'est clair. Faut pas oublier Albon, quand même, comment dire, ça reste encore un gamin, mais c'est un gamin qui est quand même talentueux. Je veux dire, oui, bien sûr. Je veux dire, on n'arrive pas à son niveau seulement avec une grosse manne financière. Il faut que comment dire, dans un baquet ça suive un petit peu. Je te rejoins, je vais même aller plus loin et vous allez m'incendier, mais ça j'adore. Comment dire, virer Albon, c'est limite la meilleure chose qui peut lui arriver. Pour un an au moins, tu vois, qui se recharge.
voir qu'il aille voir ailleurs, concrètement. Vraiment. Oui. Et on l'a vu avec d'autres pilotes qui sont sortis du programme Red Bull, bah on les a découverts différemment. Effectivement. Je prends l'exemple de Carlos Sainz. Carlos Sainz aujourd'hui, c'est un très très bon pilote, alors que quand il était dans la filière Red Bull, on lui en a cassé du sucre, hein. Avec les dépassements, les défenses au rétro et tout. Bah aujourd'hui, Sainz, c'est devenu une référence. Donc, C'est devenu un des pilotes les plus hype de la grille et qui sera chez Ferrari l'an prochain. Tout à fait. Alors bon, on va clore ce chapitre Albon, Pérez, mais en tout cas, voilà, pour résumer, on est très content de la première victoire de Sergio Pérez en carrière et ce pilote le mérite tellement. Alors avant de passer à la suite de l'émission, petite pause pour deux choses. La première, c'est que, au moment où nous enregistrons, la news vient de tomber. Leclerc est pénalisé de 3 places sur la grille de départ du Grand Prix d'Abu Dhabi et de 2 points sur son permis. C'est quelque chose à noter. Et la deuxième chose, c'est que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous avait plaisir. N'hésitez pas à incendier Pierre ou moi sur nos différents choix. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ou en parler gentiment sur Twitter comme vous le faites à chaque fois. Ça nous fera encore plus plaisir, bien évidemment. Et on va passer au deuxième sujet de l'émission. On en a parlé un petit peu, mais quel week-end de George Russell. George Russell qui prend la deuxième place sur la grille de départ, certes derrière un Valtteri Bottas qui, on le sait, est très très rapide en qualification, mais un George Russell qui a pris le lead de la course dès le premier virage, un George Russell hyper solide jusqu'aux bafouilles de Mercedes. Quand est-ce qu'on revoit George Russell à plein temps dans une Mercedes, Pierre ? À plein temps, j'en sais rien, mais moi déjà ce garçon, il a démontré qu'il était très mûr pour son âge. Il est super talentueux. Voilà, je vais pas dire c'est une machine à gagner programmée, mais presque. Comment dire, la flexibilité de ce garçon, mais c'est un truc de dingue. On le fait passer d'une Williams enfin on disait la Ferrari c'est un tracteur. Je sais pas ce qu'on peut dire d'une Williams. C'est un tricycle. C'est une caisse à savon, quoi, concrètement. C'est une caisse d'une caisse à savon, on vous met dans un Mirage 2000, quoi. Voilà, enfin, je veux dire, la seule chose qui est commune, c'est le moteur, quoi. Le reste, il y a absolument rien à voir. Et il s'est montré super à l'aise. Je reviens sur les qualifs. Oui, Bottas devant, mais Russell devant en EL1 et en EL2, première chose. C'était quand même très fort d'entrée de jeu. Et Bottas en pôle, mais d'un souffle en fait devant Russell. C'est le deuxième plus petit écart de la saison entre la P1 et la P2. Moi je m'attendais à ce qu'il colle, parce qu'il est quand même ultra rapide, au moins 3-4 dixièmes. Même pas. Donc, et après, dès le départ, ça a été réglé. On a eu un Bottas qui a failli perdre l'arrière quasiment à la sortie du T2 ou du T3. C'est pour ça que derrière, on avait Leclerc, Verstappen, Perez. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, il n'a pas eu de bol, concrètement. Voilà, c'est la faute à pas de chance. Pas de sa faute, mais de l'écurie Mercedes. On va en parler juste après. Mais concrètement, il est quasiment il est du même acier inoxydable d'Hamilton. Alors je m'avance peut-être, mais le gars, vous le mettez quasiment dernier, vous lui mettez la tête sous l'eau. Non, j'y retourne, j'y vais. Je râle un coup à la radio parce que la frustration et l'adrénaline font que le gars est retourné au combat. Il s'est pas dit, bon allez, de toute façon c'est plié, il reste 10 tours, tranquille pépère, et puis tant pis, quoi. Non, le gars a repris les choses en main, il y est allé. On parlait d'adaptation, je vous rappelle quand même, déjà les volants c'est pas les mêmes, il y a tout un tas de données à engranger, c'est un truc qu'on n'imagine même pas. C'est pour ça que ces garçons sont quand même assez exceptionnels. Problème avec la Mercedes, il était trop grand, donc mal installé dans un baquet. Je vous souhaite du plaisir de faire une course d'1h30 dans une voiture où vous êtes super, super mal installé, quoi. Non, Russell, gros week-end, pas mérité comme il aurait dû l'être. Pour moi, c'était au moins le podium, minimum. En mon fort intérieur, je me disais, bon allez, voilà, le temps d'adaptation, il va taper un top 5. Bon,
Vu ses performances, le vendredi soir, je me disais, ouais, bon, en fait, je pense qu'il peut largement taper le podium. Bon, vas-y, je te laisse enchaîner sur Mercedes. On aime bien cracher sur d'autres teams, mais là, je pense qu'aujourd'hui, un petit remontage de bretelles s'impose. Bah oui, parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de George Russell sur le podium. Effectivement, hein, on en reparlera peut-être pour la prochaine course. Peut-être que le prochain week-end, on dira que c'est lui qui a gagné s'il est encore au volant de la Mercedes. Mais il avait tout en main pour gagner cette course. Jusqu'à la sortie de piste de la Williams de Jack Aitken qui le remplaçait. Et donc l'entrée d'une voiture de sécurité en piste. Et si vous écoutez l'émission depuis qu'elle existe, vous savez que on a un peu classé les teams en deux catégories. Ceux qui savent gérer les courses folles et ceux qui ne savent pas les gérer. Et dans ceux qui ne savent pas le gérer, on a identifié 5 écuries: Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo, Williams, Renault. Alors aujourd'hui, il y en a 4 des 5 qui ont fait de la merde. La cinquième, on en parlera après, c'est Renault qui a très bien exécuté sa course. Mais chez Williams, chez Alfa Romeo, chez Ferrari et chez Mercedes, ça a encore été une fois la panique. Pourquoi la panique chez Mercedes? Tout simplement parce que, eh bien, sur la voiture de George Russell qu'on a fait rentrer au stand absolument inutilement, puisque les pneus étaient encore suffisamment frais pour aller jusqu'au bout de la course et la Mercedes avait suffisamment de perf pour résister derrière à Sergio Pérez qui était troisième avec des pneus plus frais, eh bien, on a mis que la moitié des pneus de Russell sur sa voiture et après on a mis des pneus de Valtteri Bottas dans une panique totale, ce qui est interdit bien évidemment. Et lorsque Valtteri Bottas est entré dans les stands juste après, eh bien on s'est aperçu que les pneus qui devaient être montés sur sa voiture étaient déjà sur la voiture de Russell qui était reparti sur la piste. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé Valtteri Bottas avec des pneus usés, donc c'était bien la peine de le faire rentrer pour lui laisser ses pneus usés qui lui, pour le coup, avait un peu tapé dedans à vouloir rattraper George Russell. Et donc, forcément, qu'a fait Mercedes ensuite? Ils ont rappelé George Russell au stand pour remettre des nouveaux pneus puisque c'est interdit. On sait que la dernière fois que c'était arrivé justement, je crois, à Bottas ou à Massa sur la Williams à Spa en 2015. Mais cette fois-ci, c'était encore plus marquant puisque c'était des pneus de 2 couleurs différentes qu'il y avait eu. Donc, une écurie Mercedes qui est la seule responsable finalement du fait que George Russell ne gagne pas cette course, hein, puisque lui avait tout fait, tout délivré pour amener la victoire. Alors c'est très bien, il gagne ses premiers points, mais encore une fois, Mercedes dans une course folle a paniqué. C'est ça, alors qu'ils avaient les cartes en main et concrètement, on peut même se demander, mais pourquoi ils ont fait rentrer Russell, quoi? Enfin, concrètement, tu l'as dit, je veux dire, au niveau du capital pneu et puis même en perf, on l'a dit tout à l'heure, Pérez avait un vieux moteur, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, en plus, tu fais voilà. bien le préciser, oui. Donc concrètement, ils avaient toutes les cartes en main. Peut-être pas pour le doubler, mais au moins pour assurer une victoire. Je veux dire, t'as tes 2 voitures en tête. Tu prends pas la même stratégie. À la rigueur, tu fais rentrer Bottas, tu lui mets un coup de jaune ou un truc comme ça. Oui, au pire. Et puis si jamais il redépasse Russell à la fin, tu t'es Toto-Wolff, tu dis bah écoutez, on a tenté 2 stratégies et dans les 2 cas, on a assuré la victoire et on a la victoire, c'est tout ce qui compte. Alors, j'ai énormément de respect pour un team comme Mercedes. Je veux dire, 8 titres. Techniquement, c'est les meilleurs. Mais après, en termes d'analyse de course, oui. Ils sont pas bons Alors, et on le sait. Nous, on le fait d'un regard complètement extérieur et c'est ultra facile de critiquer après coup. Je pense que c'est une décision qui a été prise dans l'urgence. C'est pas quelque chose qui était prévu, programmé. Mais malheureusement, ça fait partie des aléas de la course. Et on sait que, vu ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai pas souvenir en F2 qu'il y ait eu autant de rebondissements. Mais on le sait, enfin, je veux dire, c'est une piste ultra rapide. On arrive en fin de saison. Bah, on se doute que la fiabilité, ça va peut-être rentrer en ligne de compte. Donc, c'est peut-être un paramètre qu'ils ont un peu omis. Ça leur fait défaut. Et pas que cette année. Ces dernières années, ça leur faisait aussi défaut. Effectivement. Alors, donc attention. Coup, je vais te reposer la question, mais Russell dans la Mercedes surtout, si ça arrive bientôt, c'est à la place de qui? Est-ce que c'est à la place d'un Bottas qui finalement était dans tous les cas perdant ce week-end, hein, parce que s'il gagnait, on disait que c'était le cours normal des choses et que s'il perdait face à George Russell, on disait qu'il n'avait pas le niveau. Et c'est plutôt la deuxième option qui a failli se dessiner pendant un long moment. Et peut-être que George Russell, à la place de remplacer Bottas, pourrait remplacer Lewis Hamilton. Et ça c'est ta théorie. Bah, alors, déjà, Russell est pilote Mercedes. Là, on lui a donné une première chance. Je pense qu'il a répondu à toutes les attentes. Ça, c'est la première chose.
Euh, N'oublions pas que le contrat 2021 d'Hamilton n'est toujours pas signé. Hamilton et Mercedes n'arrivent pas à se mettre d'accord au niveau du montant. Alors je sais qu'il y a la pandémie, je sais je sais que la misère dans le monde est de plus en plus importante et que le chiffre que je vais vous annoncer peut paraître totalement indécent. Je vous rappelle aussi qu'il y a d'autres sports où on parle de montants indécents et où ça figure au niveau des journaux télé où c'est clamé haut et fort. Là pour Hamilton, on parlerait d'un contrat, je dis bien on parlerait de 40 millions d'euros par an, bien entendu. Ça peut paraître énorme, mais à mon avis, il y a plein de paramètres dont on n'a pas connaissance. Hamilton, ce qu'il faut savoir, c'est pendant la pandémie, il aurait très bien pu, pendant le confinement, il aurait très bien pu signer un contrat. C'est pas un souci, il a été très malin en négociation, il a attendu d'avoir déjà sa 7e couronne. Sa 7e couronne, ça fait monter forcément sa valeur. Le problème qu'on a, c'est que chez Mercedes, ils ont leur programme en Formule E, depuis cette année qui coûte énormément d'argent. Faut pas oublier toute la gamme électrique qui est développée au fur et à mesure chez eux. Et sans oublier le grand patron de chez Mercedes qui a remplacé Dieter Zetsche, monsieur pas très drôle qu'on avait vu en Allemagne l'année dernière, dont j'ai totalement oublié le nom, où lui ça ne le fait pas vraiment marrer un montant comme ça. Faut quand même savoir qu'on est sur une période pas simple et, et le chiffre annoncé, ça fait pas marrer. Après, ce qui est possible, c'est que Hamilton souhaite un gros contrat pour 2021 parce qu'il est persuadé que c'est sa dernière saison en 2021. Dans ces cas-là, en fait, on se retrouve dans la situation où Bottas n'est pas du tout maître de son destin. Russell peut très bien remplacer Bottas fin 2021 si Hamilton décide de rester pour une pige supplémentaire. Ou alors, il peut tout à fait remplacer Hamilton si Hamilton décide de partir fin 2021. Et on a vu que Bottas, comme deuxième lieutenant, en fait, c'était un très très bon rôle pour lui. Il n'a absolument pas correct, un rôle de leader. On ne parle pas de numéro 1 bis, là. On parle de numéro 2. Effectivement. Et avant de refermer ce chapitre, déjà, le monsieur pas très marrant dont tu parlais, c'était Ola Kalinius, qui est le patron de Mercedes. Et tu dis qu'il était présent lors du Grand Prix d'Allemagne de l'an dernier. Qui était présent lors du Grand Prix d'Allemagne de l'an dernier dans les stands Mercedes? Netflix. Et dans quel stand était Netflix ce week-end? Celui de Mercedes. Alors moi je sais pas. La poisse. Alors moi je sais pas, hein, mais l'année prochaine, j'attends de savoir sur quel Grand Prix Netflix va dans le stand Mercedes et je prends mes billets. Même si c'est à l'autre bout du monde, ça vaudra forcément le coup. Il leur porte la poisse. C'est n'importe quoi. Enfin, ça sera très intéressant de voir quel duo de Mercedes pourrait être dans la voiture. Pour le coup, on s'est beaucoup moqué de la F1 lorsqu'elle mettait un point d'interrogation sur le deuxième pilote à côté de Bottas pendant longtemps en disant c'est évident que ça va être Hamilton. Ça l'est de moins en moins, et si ce n'est pas pour 2021, peut-être pour 2022. Tout à l'heure, on avait cité les écuries qui d'habitude font n'importe quoi et qui cette fois-ci se sont respectées. Eh bien, c'était bien évidemment le cas de Renault qui n'a absolument pas paniqué, surtout sur la stratégie d'Ocon qui était parti en pneus durs pour ensuite mettre les pneus médiums en seconde partie de course. Malgré les virtual safety cars, malgré les safety cars, eh bien à aucun moment Renault n'a essayé de changer son cap. Renault savait ce qu'il faisait avec la voiture Esteban Ocon et c'est un premier podium en quart pour le jeune français et ça fait quand même très plaisir. Mais je pense que ça lui fait vraiment vraiment du bien à Ocon. Faut pas oublier que là il revenait avec un an où il n'avait pas touché de baquet. La cohabitation. Il a été pas mal décrit aussi. Oui, aussi. On se souvient qu'au moment de l'été et après la victoire de Gasly, il y avait des rumeurs qui disaient que Renault cherchait peut-être à casser le contrat d'Ocon pour placer Gasly aux côtés d'Alonso en 2021. Il a fait un super week-end. Contrairement au week-end dernier, Renault n'a pas fait n'importe quoi. Course propre, solide. Ricardo peut nourrir à mon avis quelques regrets, mais il n'a pas été incisif. Là où Ocon, quand il a fallu charger, il a su charger. Ils ont super bien géré cette course. Et dernière chose, faut quand même pas oublier que dans les 15 derniers tours, Ocon il se retrouve avec derrière lui Lance Stroll, Sainz, Albon de mémoire, il y avait Fiat. Donc il y avait quand même du beau monde. Il a pas craqué, il s'est pas énervé.
un podium. Bon, à mon avis, ça sera compliqué la semaine prochaine de refaire la même chose. Le podium, il est mérité. Franchement, il n'y a pas à cracher dessus. 2 podiums contre 1, bah franchement, il n'y a pas à démériter face à son expérimenté équipier, Daniel Ricciardo. Effectivement. Et puis ça fait plaisir de voir Renault dans une course où justement leurs concurrents pour la 3e place, que ce soit Racing Point ou McLaren, étaient aussi aux avant-postes. Eh bien, ne pas paniquer. Hein. On le sait que lors des courses précédentes où Racing Point et McLaren avaient réussi à se placer dans les premiers, que ce soit en qualification ou en course, Renault était souvent un peu derrière, Renault avait un peu de mal. Et là, entre la 2e place d'Esteban Ocon et la 5e place de Daniel Ricciardo, il reste dans le match. Alors peut-être pas pour la 3e place aujourd'hui, mais au moins pour la 4e, hein, parce que Racing Point, forcément, en faisant une 1re et une 3e place, ont un peu creusé l'écart, mais ça reste encore serré. Ils sont qu'à 12 points de McLaren, qui sont eux-mêmes à 10 points de Racing Point. C'est une super course et c'est typiquement le genre de course sur lequel devra s'appuyer Renault sur l'année prochaine, avec le retour d'un Alonso qui a fait beaucoup de bornes ces derniers temps et un Esteban Ocon qui, sur cette fin de saison, doit retrouver de la confiance, retrouver du rythme, hein, lui qui revenait en F1, tu l'as dit, cette année, pour préparer 2021 au mieux et être vraiment ce pilote qu'on avait vu en 2017 qui était à lutter très régulièrement pour les premières places. Notamment avec le vainqueur du jour, Sergio Pérez. Notamment. Et c'est un beau symbole de les voir tous les deux sur le podium et c'est super cool. Et moi, le seul petit regret que j'ai sur ce Grand Prix, honnêtement, avant de terminer, je voulais parler de ça, c'est que Racing Point a quand même été acheté par des Canadiens. Et j'aurais bien aimé que l'écurie soit sous drapeau canadien. Ça aurait fait un petit symbole avec la victoire de Wolf dans les années 70. Ouais. Ça aurait été sympa de revoir ligne canadien pour une écurie vainqueur. Ça m'aurait fait très plaisir, mais bon, il court sous le drapeau anglais, tant pis, c'est comme ça. On va pas refaire l'histoire. Ceci dit, on peut souligner le bon investissement de Lawrence Stroll. On a parlé que Pérez avait sauvé en partie l'écurie, mais que c'était lui qui était allé chercher Stroll. Enfin, qui lui avait permis de rentrer et de sauver, et de racheter Force India. Mais ce gars, pour l'instant, démontre bien que tout ce qu'il touche, tout ce qu'il rachète, il le transforme en or. Et que ces investissements sont très intelligents dans leur majorité. Et ben, je te remercie, Pierre, pour avoir fait cette longue review, mais quel Grand Prix! Quel Grand Prix magnifique, hein. Il fallait qu'on en parle longuement parce qu'il y avait tellement de choses à aborder, et déjà avant le Grand Prix il y avait tellement de choses à aborder. On ne parle pas de Pietro Fittipaldi cette semaine et c'est bien normal puisque la semaine prochaine il sera encore au volant de la Haas, donc on en parlera à ce moment-là. On fera un petit mini bilan de Pietro Fittipaldi, mais tout ce qu'on peut vous dire c'est que si quelqu'un veut lui offrir un volant F2 l'an prochain, ça marche pour moi. Franchement, pour un mec qui n'avait pas couru depuis un an, il a été très solide. Donc on en reparlera la semaine prochaine. On verra si on reparle de Jake Aitken la semaine prochaine. Ça dépend s'il sera dans la Williams ou pas. On souhaite bien évidemment un prompt rétablissement à Lewis Hamilton, hein. C'est tout ce qui importe quand même, hein. Et à Romain Grosjean. Et à Romain Grosjean pour d'autres raisons, mais que Romain se remette bien. Et puis Pierre, je te remercie pour cette review. Mais de rien. J'ai juste un dernier message. On en reparlait un petit peu. Si vous parlez avec les collègues, les copains, les trucs, au niveau de la Formule 1, on va vous ressortir le truc, c'est 20 couillons qui tournent en rond pendant 1h30 et on s'emmerde. Bah, proposez-leur peut-être de regarder le bilan de la saison 2020. Oui, c'est toujours les mêmes qui gagnent, mais là, franchement les gars et les filles, on vit une saison de dingue. C'est franchement une très bonne saison. C'est peut-être la meilleure de l'ère hybride, c'est sans doute la meilleure de l'ère hybride. Et honnêtement, même sans parler des vainqueurs, hein, quand on se rappelle des premiers tours au Portugal, quand on se rappelle de la fin de course en Autriche, il y a tellement de bons trucs de la Grande-Bretagne avec Hamilton qui gagne sur 3 roues. Quand il faudra faire le review de cette saison, il y aura beaucoup de choses à dire. Enfin bon, tout ça sera pour le bilan de fin de saison qui arrive très bientôt. Ouais. Salut Pierre et à la prochaine. Ciao Clément, salut.